Bienvenue à cet épisode de la retenue des hypothéqués, le podcast qui traite d'éducation financière et qui vous évitera de devenir un cancre financier. 400 employés, 40 000 maisons vendues, compagnie qui existe depuis 60 ans, compagnie qui investit 10 000 heures en recherche et développement par année. Je reçois aujourd'hui Danny Bonneville, président de Maison Bonneville. Manquez pas ça, on se rejoint à la retenue. Bonjour, bienvenue à la retenue. Aujourd'hui, 400 employés, 40 000 maisons construites, un nom reconnu au Québec, Maison Bonneville. On a avec nous Danny Bonneville, président, coprésident de Maison Bonneville. Merci d'être là. Plaisir. C'est un plaisir de vous avoir, d'être capable de parler avec vous de tous les enjeux qui se passent en ce moment dans l'économie de votre compagnie, c'est sûr, qu'on connaît qu'au Québec est très reconnu. Félicitations en passant. Merci. Donc, pour commencer, Maison Bonneville, troisième génération, on parlait un peu avant qu'on commence. Est-ce que ça doit être un point de fierté que c'est trois générations? Comment vous vous sentez par rapport à la compagnie aujourd'hui, après trois générations, et comme vous disiez, quatrième qui s'en vient dans pas longtemps? Bien, on est très fiers. Il y a très peu d'entreprises. On dit que 3 entreprises sur 10 réussissent à passer de la première à la deuxième. De ces 3-là, il y en a encore seulement 30 % qui passent de la deuxième à la troisième, et ainsi de suite. Donc, il y a très peu d'entreprises qui passent de la première à la quatrième. Souvent, on me demande qu'est-ce qui fait que vous avez réussi ça. Bien, c'est qu'on a réussi, mon grand-père a réussi à transmettre sa passion, parce que ça prend de la passion. Une entreprise familiale, c'est pas simple. C'est loin d'être simple. Il y a toutes sortes d'enjeux qu'on retrouve pas dans une entreprise normale. Ouais. Donc, ça prend beaucoup de passion. Et mon grand-père a réussi à transférer la passion à ses enfants. Il était 6 à ce moment-là. Et ses enfants ont réussi à transférer la passion à la troisième génération. Et nous, c'est notre devoir d'essayer de faire la même chose, de transférer ça à la quatrième génération. Quand vous parlez de votre père qui a passé sa passion, comment ça a apparu pour vous, ce transfert-là quand vous étiez jeune? Je pense que vous avez commencé à être un peu entrepreneurial à 12 ans. J'ai lu que vous avez vendu votre première maison à 15 ans. C'est quand même jeune. On a besoin d'entrepreneurs au Québec. On a besoin de Québécois qui veulent devenir entrepreneurs, qui créent de la richesse pour le Québec, pour les Québécois. Qu'est-ce qui est arrivé pour que cette passion-là soit transmise à un si jeune âge? Parce qu'à 12 ans, on s'entend que la plupart des jeunes à 12 ans ne pensent pas être entrepreneurial. Non. Disons que quand on a ouvert le bureau à Drummondville, au départ, on avait une maison mobile. On restait dans une maison mobile de 14 pieds par 60 pieds et le bureau était dans le salon de la maison mobile. Et je me rappellerai toujours, j'écoutais les petits comiques, puis mon père qui vendait les maisons. Puis, moi, j'avais 7 ans à ce moment-là, puis la chanson, je la connaissais déjà au complet à l'âge de 7 ans. T'sais. À 12 ans, on faisait des portes ouvertes et on avait une petite cantine où moi et mon cousin, on vendait des chips, puis on donnait de la liqueur. Puis là, maintenant, dans une de ces fins de semaine-là, à l'âge de 15 ans, il pleuvait, on n'avait pas de monde à la cantine. Puis qu'on a décidé, on est allé dans l'usine, on a pris une feuille de plywood, on l'a coupé ça en deux. Ça, c'était le dessus de notre bureau. On a pris une poubelle verte. Ça, c'était le pied de notre bureau. Puis on est rentré dans une maison mobile qui était sur la ligne de montage à chacune des extrémités. Et c'était chacun nos bureaux. Et cette journée-là, on a vendu chacune maison. Fait que on avait ça dans le sang, déjà à très bas âge. Et quand tu me dis comment que ça s'est fait, le transfert de la deuxième à la troisième,
C'était pas une question de choix, là. C'était ça, là. C'est mon père, que j'étais à l'Université Laval, j'ai fait 2 ans à l'Université Laval, que je réussissais très, très bien à l'université. Puis après 2 ans à l'université, il a dû tasser, là. Là, il dit, il y a une opportunité au bureau de Belleuil, là, puis là, on a besoin de toi. Comme s'il n'aurait pas eu une opportunité dans un an après. Fait que... C'était là. C'était comme la famille italienne, là, où t'as pas le choix, c'est là, puis Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est drôlement différent. Là. C'est pas de même que ça se passe. Mais dans mon temps, dans le temps de mes parents, c'est de même que ça se passait. C'était ça. C'était ça. Donc, il n'y avait pas de... C'était une manière d'être. Là. Souvent, c'est juste naturel. Il n'y avait pas de doute. Il n'y a personne qui se posait la question, ça te tente-tu de travailler dans le business familial? C'était même pas une question de choix. C'est ça. En passant, puis c'était même pas une question que tu te sentais forcé. On peut se tutoyer en passant. Oui. On est là. OK. Non, écoute, c'était vraiment... Là, c'était ça, la direction. La ligne était déjà tracée d'avance, puis il n'y avait pas d'autre option. Puis la transition maintenant, tu disais, c'est très différent aujourd'hui. Donc, tu vis une réalité différente avec ton fils. Oui, mon fils n'est pas dans l'entreprise. Pas dans l'entreprise du tout. Non, mon fils a terminé son MBA à Warden, à Philadelphie, au mois de mai. Reconnu. Oui. Puis là, il a accepté une grosse job à New York avec McKinsey. Okay. Donc, il travaille pour McKinsey à New York. Est-ce qu'un jour, il va revenir au Bercail? On verra. Venir vendre des maisons, c'était pas assez sexy et il paraît que d'aller travailler à New York pour McKinsey. Mais c'est correct, c'est parfait. Puis souvent, on me demande le transfert d'une génération à l'autre. Puis je suis allé donner une conférence à la Chambre de commerce de Québec. Puis la première chose que j'ai dit, c'est que c'est pas obligé. C'est pas obligatoire. Parce que, dans le fond, ce qu'on veut de nos enfants, c'est qu'on veut qu'ils soient heureux. Peu importe ce qu'ils vont faire, on veut qu'ils soient heureux. Et ça prend énormément de passion pour passer à travers ça parce que des coachs d'estrade dans une entreprise familiale, là, il y en a un puis un autre. Là, pas mal plus que les gens peuvent penser. Il y en a partout puis à tous les niveaux. Puis l'hiérarchie n'est pas verticale. Elle est comme assez compliquée. Très horizontale. Ouais, horizontale puis tout way bord, tous les côtés. T'sais. Fait que pour moi, c'est correct. Par contre, mon cousin, lui, c'est 3 filles. Commence à intégrer l'entreprise depuis à peu près. Il y en a une qui fait peut-être une dizaine d'années qui est là, puis les 2 autres qui commencent depuis quelques mois. T'sais. Votre coprésident. Oui. Puis 3 filles en plus, c'est 3 excellent filles. ça. Oui, fait que c'était une autre vision. Ouais. C'est sûr que la nouvelle génération, on le voit pas juste dans la relève, mais dans tous nos employés, cette génération-là sont beaucoup à propos du bien-être, puis de l'équilibre entre le travail et la vie personnelle, les sports et tout. Donc, le transfert se fait différemment. Je ne dis pas que ça peut pas se faire, mais ça se fait de façon différente. Donc, ça prend une évolution naturelle dans la compagnie. La compagnie doit évoluer avec le temps. J'imagine, si vous êtes là depuis 60 ans, c'est parce que vous avez évolué. La transition, c'est pas comme dans la transition, que comme dans la vision de l'entreprise pour les prochaines années. Est-ce que la vision de Bonneville comme entreprise change maintenant ou a changé depuis la pandémie, depuis qu'est-ce qu'on vit dans le marché actuellement? Est-ce que c'est très différent de ce que c'était il y a 10 ans? Ou est-ce que les fondamentaux sont encore à peu près la même chose? Comment tu vois ça? Ça change de façon continuelle et ça doit changer. Car si ça ne change pas, ben tu deviens dépassé. Notre mission d'entreprise a changé. Il y a bien des choses qui ont changé depuis 60 ans. Mon grand-père, quand il a parti cette entreprise-là, était mécanicien dans les mines d'amiante de Thetford Mines et il vendait des fournaises par les soirs. Et la compagnie de fournaises, à un moment donné, elle lui a dit, écoute, est-ce que tu serais intéressé, on va sortir une première maison mobile, est-ce que tu serais intéressé à en vendre pour nous? Fait que mon grand-père, avec sa 3e année de scolarité, a vite compris que ça pouvait être intéressant, ce nouvel type d'habitation. Fait qu'il a dit oui, parfait, j'embarque là-dedans. Seul problème, c'est qu'il n'y avait pas d'argent pour acheter la première maison mobile. Alors, mes parents, qui étaient sur le point de se marier, ont eu comme directive, vous allez acheter ça et on va s'en servir comme maison modèle. Alors, vous pouvez vous imaginer ma mère qui est en train de faire sa cuisine, son lavage, son passage et des clients qui rentrent et qui sortent de la petite maison mobile de 10 par 40. Tu sais. Ouais. Mais mon grand-père avait compris, lui, il avait des terres agricoles à Thetford Mines, il a subdivisé ça. Il vendait la maison mobile 12 000 $ meublés et il louait les terrains 10 piastres par mois. Okay. Donc, la mission de l'entreprise, c'était rendre l'accès à la propriété accessible à tous. Fait que le jeune couple qui partait en business, ben, il pouvait avoir pour le même prix qu'un logement
quelque chose, une maison, un type d'habitation, qu'il leur restait quelque chose. Et là, ils en ont vendu. Tu sais, qu'à ce moment-là, la mission d'entreprise, c'était vraiment les jeunes couples. Aujourd'hui, notre mission d'entreprise, c'est plus ça. On l'a fait évoluer. Tu sais, la deuxième génération, eux autres, ce qu'ils ont fait, ils ont fait connaître le nom Bonneville. Si on recule de là, je dirais 25-30 ans, tu disais Bonneville, oui, ils connaissaient, ils savaient ce qu'on faisait, ils savaient les modèles qu'on faisait, puis est-ce que c'était de la qualité? Ben ouais, c'est du beau, bon, pas cher. C'était ça, là, 30 ans. T'sais. Mais après, par contre, la troisième génération, quand on est arrivé, ben nous, on a emmené l'entreprise à un autre niveau. Chaque génération doit emmener l'entreprise à un autre niveau. Bâtir sur la fondation initiale pour... Oui. Ouais. Puis là, ben, on a transformé les modèles, on a transformé la qualité, on s'est assuré qu'on avait les meilleurs matériaux possibles pour bâtir les meilleures maisons possibles. Puis on a investi énormément dans la recherche et la créativité pour développer des modèles de maisons. Puis aujourd'hui, ben, notre mission, elle a encore changé. C'est de créer des types d'habitations incroyables avec des nouvelles technologies. Fait que, oui, ça change beaucoup. Puis ça doit changer parce que sans ça, tu ne peux pas être un leader. Tu ne peux pas te déclarer leader sans évoluer puis changer. Quand tu te dis que tu es un leader, c'est avec des responsabilités. T'sais. Et c'est pour ça qu'à chaque année, on investit 10 000 heures en recherche et créativité pour aller plus loin. J'avais noté ça, que 10 000 heures, exactement, c'est un point important. Donc, de toujours se réinventer. Pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, les jeunes de 20 à 35 ans qui ont commencé une business, qui veulent se partir en affaires, je pense que c'est très populaire maintenant, plus qu'avant, c'est mon opinion, que se partir en affaires, pour un jeune Québécois, c'est quelque chose qui leur intéresse. Ils ont des idées, mais ça prend... il faut continuellement se challenger, se re-questionner. Puis après 60 ans, quand même 10 000 heures investies en recherche et développement. Quand on parle de 10 000 heures, ça c'est par année. 10 000 heures. Donc on s'entend que c'est pas une personne, sinon c'est plusieurs personnes. madame, monsieur. Puis je vous dirais qu'une des principales personnes, c'est Éric Bonneville, notre coprésident. Qui se lance là-dedans. Oui, donc, si on commence en haut, là, c'est ça. Oui, qui est un des principaux à développer nos nouveaux modèles, nos nouvelles... Puis c'est pas juste... Parce que nous, quand on crée un modèle de maison, ça ne s'arrête pas là. C'est qu'après ça, il faut le transporter. Il faut le bâtir, puis il faut le transporter. Puis quand on le transporte, on a des largeurs maximum à respecter, puis des hauteurs maximum à respecter. Juste te donner un exemple, il y a à peu près 10 ans, parce que là, les toits, les hauteurs de plafond est devenu un enjeu important. Les gens voulaient avoir des plafonds de 9 pieds puis 10 pieds. Puis là, on ne pouvait pas faire ça parce qu'on n'était pas... sur la route, ça ne marchait pas. Donc, pas transporter. Non, parce qu'on a une hauteur maximum qu'on a doit. Fait que là, on ne passait pas en dessous des viaducs. Tout ça, t'sais. Fait que là, on a développé, et on est les seuls qui a sa propre flotte de camions et de fardiers, mais on a développé un fardier spécialement pour nous, où au lieu d'avoir un fardier qui est à 30 pouces du sol, égal, bien, le fardier a une slot qui descend, qui a 44 pieds la slot, et la slot est à 6 pouces du sol. Donc là, je viens gagner 24 pouces. Exact. Et là, ça me permet d'aller sortir mes modèles avec des plafonds de 9-10 pieds comme je veux. C'est un 2 pieds de plus. Ouais, mais ça, il n'y a aucun de mes compétiteurs qui ont ça. Donc, imagine, ça, c'était même pas sur la maison. Oui, la maison, OK, c'est facile, on la rajoute 2 pieds, mais là, il fallait trouver une façon dans la logistique de transformer. Ça. Donc, des fois, la solution pour des compagnies, c'est pas nécessairement dans le produit, c'est dans quelque chose d'autre, un autre aspect de la compagnie. Donc, tu sais, c'est un exemple incroyable. Ouais. Donc, quand on parle de 10 000 heures, c'est quoi le processus? Tout le monde s'assied autour de la table et dit, OK, on commence le compteur. C'est quoi ça se fait très informellement. Premièrement, les gens de création vont rencontrer les ventes, voir où est-ce que ça s'en va, c'est quoi les demandes, qu'est-ce que les gens vont avoir le pouls. On fait beaucoup de salons d'habitation qui nous permettent de prendre le pouls. On présente de nouveaux modèles. Quand on présente ces modèles-là, on veut avoir le pouls, on veut voir qu'est-ce que les gens en pensent, qu'est-ce qu'ils aiment pas. Après ça, la création, on s'en va à travers le monde, voyager, voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Il y a des pays où les maisons usinées, c'est 80% de la construction des maisons. Donc, on va s'inspirer, on revient, on dessine des plans, des premiers drafts, on présente ça à nos designers, on présente ça à notre équipe de vente, il y a du feedback, ça retourne à la table de dessin. Il y a un back and forth. Fait que, créer un nouveau modèle de maison, là, c'est pas... C'est tout un enjeu, là, exactement. Oui, c'est pas 4 heures sur le coin d'une table. Là. Est-ce que ça, mettons, pour livrer un modèle, c'est-tu sur 1 an ou ça prend plusieurs années, 1 an, 2 ans, 4 normalement, il faut que ça soit dans l'espace d'1 an.
Okay, parce que ça change rapidement. Parce qu'on veut en sortir plusieurs nouveaux modèles, puis on veut continuer à peaufiner. Par contre, ça ne veut pas dire que le modèle qu'on a sorti, qu'après ça, on va arrêter, on va continuer à le pousser, ce modèle-là. Fait que, il y a des fois, il y a des modèles qui deviennent une série, et là, on continue à peaufiner, comme notre série nature, comme notre série micro-loft, qu'on a révolutionné le marché il y a une dizaine d'années quand on a commencé à faire ça. On était là, puis on a fait ça. Là. Les gens nous ont mis, ils ont capoté, puis les plafonds en bois avec les poutres et colonnes exposées, les grandes fenêtres du plancher au plafond. Nature, parce que quand tu es dans le salon, tu as l'impression que ce qui est en avant de toi fait partie du salon, fait partie de la salle à manger. Donc, l'environnement à l'extérieur vient faire partie de ta maison. Et ça, ben, ça nous a fait sauter vraiment d'un autre niveau. C'est incroyable. Donc, c'est 10 000 heures à chaque année, c'est quand même impressionnant. Donc, s'il y a quelqu'un qui est entrepreneur en ce moment, qui prend des notes, ben, c'est de se réinventer, d'investir le temps nécessaire, que c'est pas juste d'avoir du succès, puis c'est beau, puis de se tomber sur quelque chose qui a déjà du succès, c'est se réinventer continuellement. Quand je suis allé à la graduation de mon fils à Warden, le CEO de Johnson & Johnson a pris la parole et a donné quelques conseils à toute cette gang-là qui était là. Il y était 900 qui ont gradué. Il a dit, premièrement, continuez à faire des collaborations. Vous devez collaborer avec tout le monde que vous pouvez collaborer. Deuxième conseil, continuez d'investir dans la nouveauté, dans la technologie, dans tout ça au complet. Et troisièmement, occupez-vous de vous-même physiquement. Si vous allez faire des jobs qui demandent 50 heures, 60 heures, il faut que le body suive. Ça veut dire la nourriture et l'entraînement physique. Balance-les de l'eau bord, là. C'est ça. Fait que j'ai trouvé que ces trois conseils qui est on point, puis nous, c'est un petit peu ce qu'on fait depuis toujours. Oui, non, c'est sûr que la santé est super importante. Combien d'entrepreneurs, des belles idées, ils travaillent comme des fous, mais ça mange mal, ça dort mal, ça boit. Ouais. Et puis, rendus à 45 ans, ils ont l'air d'avoir 65 ans. Ouais. Comment tu vas avoir une perpétuité de développement et rester hungry, si on veut, là, si t'es plus en forme pour le faire. Là. Donc, là, les gens vont dire, moi, j'ai pas le temps. Mais non, c'est ça, t'as pas le temps. Personne n'a le temps. Sauf que si tu le mets dans ton calendrier... On a tous le même montant de temps en passant. Le même 24 heures pour tout le monde. C'est drôle que si quelqu'un est capable de le faire, ben lui, il a le même montant de temps que toi. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a plus ou moins de temps. C'est quelque chose qui est quand même assez important. Je veux revenir sur un point, puis c'est mon chandail en plus, accessible, inaccessible. Ouais. Je trouve ça intéressant que la compagnie, il y a 60 ans, parlait de rendre accessible des maisons pour des jeunes couples, pour des jeunes. Et aujourd'hui, cet enjeu-là, je pense que ça a toujours été un enjeu, l'accessibilité, mais aujourd'hui encore plus. Ou au moins, selon les médias. On entend parler que accessibilité, il n'y a plus personne qui va pouvoir acheter. J'ai mon propre opinion là-dessus. Comment que Maison Bonneville aujourd'hui... Si on regarde les roots, là, les racines de où est-ce que vous avez commencé, vous allez prendre un peu ces racines-là puis les appliquer sur les enjeux d'aujourd'hui. Est-ce que c'est encore accessible aux jeunes? Est-ce que Maison Bonneville a un plan pour les gens qui aujourd'hui doivent acheter des propriétés à un taux à 6-7 %, mais avec des prix de maison qui sont vastement plus chers qu'il y a juste 3 ans, 4 ans, à cause des raisons qu'on sait? C'est quoi qu'est-ce que vous devez faire comme entreprise, de un, au niveau plan stratégique, mais de deux, au niveau social, au niveau de vos responsabilités envers, mettons, le Québec ou les Québécois? Qu'est-ce que vous proposez? Y a-t-il des solutions ou est-ce que ça va être quelque chose juste pour les gens qui ont les moyens, puis il y en a d'autres qui auront juste plus accès? Bien, c'est une très bonne question. On a développé, tu sais, notre série nature, ça a explosé. Mais on a vite compris que cette série nature-là, quand on a fini, ben c'est quand même des sommes importantes qu'on a investies avec le terrain et tout. Ça monte rapidement. On a développé notre série micro-loft. Donc, la série micro-loft, on a moins de pieds carrés. On est à partir de 600 pieds carrés jusqu'à peu près 1000 pieds carrés. On l'installe sur des pieux. On n'a pas de fondation, donc on peut l'installer sur une fondation, mais c'est pas obligé. Donc, on sauve de l'argent là. T'sais. On a encore des bungalows qu'on fait à des prix intéressants. Mais c'est certain que si les maisons ont monté de 40 %, bien, on est dans le même bateau que tout le monde. Les matériaux ont monté pour nous autres autant que pour n'importe qui. C'est certain. T'sais. Mais en même temps, c'est que
il y a des gens qui sont sur le trottoir, puis ils regardent la parade passer, puis ils espèrent qu'à un moment donné, les prix vont baisser, puis les prix vont baisser. Mais si tu es sur le trottoir en train de regarder la parade, ben, puis tu ne sautes pas dans la parade, ben, tu vas en manquer à la parade. On jasait avant l'entrevue, les taux d'intérêt, 5 d'intérêt, oui, c'est beaucoup, 5 comparé à 1 à 1,5 à 2 Par contre, dans les années 80, c'est monté à 21 et pendant 30 ans, jusqu'en 2010, l'average était peut-être de 9-10 Fait que, tu sais, tout est relatif. Et si tu essaies de timer le marché, c'est comme à la bourse, si tu veux timer le marché, puis de dire, je vais vendre au plus haut, puis je vais acheter au plus bas, puis tu attends que ça soit au plus haut, mais tu vas le manquer. Tu vas le manquer, le marché. Il y a un moment donné, il y a un mal obligé où il faut que tu sautes dans le marché. Puis c'est ça. Aujourd'hui, c'est encore ça. Des gens pensent que les matériaux vont baisser. Ils pensent que les prix des maisons neuves vont baisser. Et moi, je dis, puis j'avais une autre entrevue cette semaine, le mal est fait. Ouais. Le mal est fait et les prix ne baisseront pas. Premièrement, les prix montent encore. J'ai eu des augmentations la semaine passée sur les fenêtres. Il y a un mois sur les éléments de chauffage. Cette semaine, c'était sur tout le bois dur, le bois que j'utilise pour faire mes poutrelles, pour faire mes fermes de toit, pour faire mes plafonds en platelage. Tout ça continue à augmenter. À un moment donné, ça va se stabiliser. Mais la main-d'œuvre va augmenter considérablement. Tous nos employés, on a dû augmenter les salaires pour les garder parce qu'il y avait un manque de main-d'œuvre. Ouais. Puis, je pense pas, parce qu'on n'a jamais vu ça, qu'il va y avoir des employés qui vont venir cogner à ma porte pour me dire, M. Bonneville, là, c'est plus tranquille, vous pouvez baisser mon salaire. Je pense pas que ça va arriver. Et en plus de ça, tous les manufactures qui produisent toutes sortes de produits, ben ils ont été pris avec une perte de productivité importante parce que manque de main-d'œuvre, parce que absentéisme, parce que le COVID, la maladie. Impact climatique que tu as ça. Puis nous, comme d'autres entreprises, ont été pris avec des contrats où on a perdu de l'argent. Fait qu'il n'y a pas un entrepreneur qui a le goût de baisser ses prix, là, présentement. Je peux vous dire ça. Fait que si les gens, puis là, c'est ce qu'on voit, les gens viennent nous voir, parce qu'on a la chance de voir ce qui va se passer dans 12 mois ou 18 mois. C'est notre cycle qui est comme ça. Donc, les gens, ils ont le pied sur le frein parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont des projets. Là. Ça, c'est pas ça le problème. Il y a un paquet de gens qui ont des projets, mais ils ont le pied sur le frein parce qu'ils s'imaginent que ça va baisser. Mais à la fin de la journée, plus qu'ils attendent, plus les prix vont monter. Effectivement, il n'y a pas de données. Moi, j'en parle souvent aux clients. Puis ils disent, mais je devrais attendre 1 an, 2 ans pour les prix qui baissent. Puis je leur dis, mais dans les données, il n'y a rien qui indique que ça va baisser. Il y a des gens qui espèrent que les taux vont retomber à 2 % dans 1 an, des rapports qui sortent. Mais je pense que dans l'environnement qu'on est en ce moment, peut-être c'est juste moi, puis j'aimerais entendre votre opinion, c'est que les gens, au lieu de regarder qu'est-ce qui est vrai, ils se donnent une opinion pour dire « j'espère que ça va arriver », puis ils essaient de trouver des choses pour justifier que « ouais, OK, c'est ça qui va arriver ». Je pense que c'est dangereux économiquement et pour l'économie d'espérer que ça va arriver, puis essayer de te prouver raison, au lieu de regarder qu'est-ce qui est vrai pour dire « écoute, OK, ben là, ça n'a pas l'air que ça va baisser, donc qu'est-ce que je vais faire? » Les gens ne veulent pas faire face à la réalité. Ouais. Ben, c'est que moi, ce que je conseille aux jeunes, c'est d'embarquer dans le marché immobilier le plus rapidement possible. Que tu embarques à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, le plus vite que tu peux embarquer, embarque. Puis au début, peut-être qu'il faut que tu serres la ceinture, tu sais, parce que les gens, ils veulent la maison, ils veulent voyager, ils veulent le 4 roues, ils veulent le bateau. Là, à un moment donné, peut-être qu'au départ, là, tu sais, quand tu pars ta vie de famille, ben moi, je dirais, embarque dans le marché immobilier, parce que si tu payes un loyer, ben ça, c'est 100 % d'intérêt. Ouais. Si tu achètes une maison, un condo, ben ça, c'est 5 % d'intérêt. Fait qu'à un moment donné, là, c'est assez facile à comprendre. Peut-être que les premières années, il va falloir que tu te serres la ceinture. Mais après ça, dans 3-4 ans, tu vas revendre cet immeuble-là, puis il y a un profit qui va se faire. Ouais. C'est plus facile la deuxième fois, la troisième fois. Mais si tu attends à 50 ans avant d'embarquer dans le marché immobilier... Très difficile. C'est tough, là. Ouais. C'est tough. Quand tu achètes une maison, il y a en anglais, on dit inflation hedge au moment où tu l'achètes parce que tu l'achètes au prix d'aujourd'hui. Donc, quand tout monte, ton prix baisse, mais tu te bâtis comme si tu te protèges contre l'inflation du marché. Donc, pour les gens qui attendent, puis l'inflation est de 6, 7, 8 5 mais à chaque année, tes salaires, malheureusement, n'augmentent pas. Là, ça commence à augmenter, mais même là, les salaires ne suivent pas. Donc, tu te fais manger par l'économie. Puis mon père, il était courtier immobilier, il disait toujours « Don't wait to buy real estate ». C'était juste comme, dès que tu es capable, vas-y. Puis le plus long que tu peux rester dans la maison que tu as, le meilleur c'est, parce que le plus que tu t'aides, tu te protèges contre l'inflation, donc tu donnes un avantage. Donc, quand tu vends, comme tu dis, tu récupères ça.
et tu es capable d'y aller. Donc, je t'entends, puis je pense que c'était des bons conseils pour ceux qui veulent embarquer dans le marché. Puis, souvent, l'écho que j'entends des autres invités qui viennent à la retenue, c'est il faut penser différemment. Il faut accepter que tu n'auras pas tout ce que tu veux. Comme dans une compagnie, on veut tout avoir du succès, puis avoir des bénéfices nets, puis du EBITDA de je ne sais pas combien là, immédiatement la première année, mais c'est pas la vie, ça. Ouais. Il y a du pain noir à manger un petit peu au début. Effectivement. Donc, au début, non, tu n'auras pas la maison exactement dans la région que tu veux, à la grosseur que tu veux, mais il y a des options. Il y a des options plus petites. Tu peux commencer là. Après ça, ton salaire augmente. Tu peux vendre ça. Tu peux acheter quelque chose d'autre. Bref, delayed gratification, je pense que c'est en anglais. Là. Commence quelque part, puis le plus tôt que tu peux commencer, c'est là que tu es le plus gagnant. C'est un investissement. Maintenant, je me suis bâti une maison à Tremblant. Puis mon voisin d'en face a acheté son terrain maintenant que moi. Moi, j'ai bâti en 2019. On a acheté notre terrain en 2018. Puis en 2018, le terrain qu'il a acheté, quand même une certaine valeur. Là, il dit, c'est un peu fou à Tremblant les prix. Je vais attendre un petit peu. T'sais. Fait qu'il a attendu un petit peu. T'sais. Fait qu'en 2019, là, c'était encore un peu cher les prix. T'sais. Puis là, fait qu'il a attendu un peu. Puis il a continué à faire travailler ses plans. Puis là, après ça, en 2020, la pandémie est arrivée. J'investis pas là. Oui, là. tout va tomber. Le premier mois de la pandémie, on pensait que c'était terminé. Là. Puis là, ça a continué de monter. Puis là, il a mis son terrain à vendre parce qu'il n'est plus capable. Il n'est plus capable de faire le projet parce que les prix par rapport à avant la pandémie, il y a 40 % différents. Puis c'est un couple retraité qui. On a un qui. Et là, ils ont tout mis ça à vendre. Fait qu'ils ont perdu leur projet. Oui, non, c'est ça. C'est d'attendre des fois. C'est la peur. Qu'est-ce qui fait que les gens, c'est de l'espoir? Pourquoi qu'ils attendent au lieu de... Si tout le monde leur dit, puis les gens qui sont en position de connaître le marché leur dit « allez-y, allez-y ouais. », pourquoi qu'il y a tellement de monde qui attendent encore, puis que, ils se réveillent 20 ans, 25 ans, 15 ans plus tard, puis ils ne l'ont pas encore fait? Qu'est-ce que ça prend pour dire aux Québécois « Écoute, guys, on est en train de vous le dire, faites ça, faites Y, faites Z pour avancer ». Est-ce que, en fait, ma question, c'est est-ce qu'il y a un genre de nez pour un petit pain au Québec plus qu'ailleurs? Est-ce que c'est une question loadée un peu, mais est-ce que on doit en parler pour que les gens réalisent que, est-ce que je suis trop conservateur? Est-ce que je devrais prendre plus de risques puis sauter? Je pense que les gens sont très influençables. Puis il y a overreact. Durant la pandémie, là, nous, on vendait des maisons là, comme des pizzas là, par téléphone en l'espace de 15 minutes. Là, et je me rappelle d'avoir été dans les gondoles à Tremblant, avoir eu un appel dans le bas de la gondole, puis en haut de la gondole, c'est donne-moi ta carte de crédit puis on va t'en réserver une. C'est pas long. Là. C'est ridicule. Mais quand c'est bon, c'est bon à l'extrême. Puis quand c'est pas bon, c'est pas bon à l'extrême. Ouais. Fait que je pense que les gens sont très influençables. Puis les médias, ils jouent un rôle important. Puis là, présentement, avec tout ce qu'ils disent que les prix vont baisser, que les taux d'intérêt vont monter, que l'inflation... Fait que là, ça fait peur aux gens, ça. Fait que, c'est un petit peu ça. Moi, je pense pas on est né pour un petit pain. Il y a des gens qui ont investi dans la pandémie, puis ils l'ont bien fait, puis ils ont vu ça venir. Puis après ça, il y a des gens qui ont suivi. Ils ont suivi ça, puis ont acheté, bon. Puis, mais là, avec le ralentissement, puis ils ont tout simplement peur. Moi, je pense que c'est juste ça. Là. Parce que nous, on a fait 2 semaines de salon d'habitation au mois d'octobre à Belleuil, à notre usine. On a vu un paquet de gens avec des projets. Mais un paquet de gens, là, on va regarder, on va voir ce qui va se passer dans le marché, tu sais. Fait que c'est juste ça. Là. C'est comme à la bourse. Hein. Quand il y a un sell-off, tout le monde vend. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Puis après ça, le lendemain, là, tout le monde achète. Il y a 24 heures entre les deux. Là, C'est dur à comprendre. C'est la psychologie humaine. Ouais. Donc, la peur, puis la peur, comme entrepreneur, ça peut jouer des tours. Là. C'est les compagnies qui ont beaucoup de succès, puis les dirigeants de ces compagnies-là, c'est parce qu'ils sont capables d'opérer. C'est normal d'avoir peur, pas peur, mais d'avoir des craintes. Mais d'opérer continuellement, comme ça, on ne peut pas faire ça, j'ai peur. Mais c'est pour ceux qui s'arrêtent à chaque fois qu'ils ont peur d'un défi, que ce soit n'importe quoi, courir un marathon, faire un ultra-marathon, ou je sais que vous faites voilà, c'est ça. Être craintif de ne pas réussir, c'est correct, mais d'avoir peur que ça t'arrête d'avancer,
ben ça ne va pas nous amener nulle part. Là. Donc, j'imagine c'est qu'en sport ou en affaires, c'est la même chose. Tu vois ça de la même façon. Nous, en 60 ans, on a vu, on va dire comme Jean-Marc Chaput, les 7 vaches grasses, puis après ça, les 7 vaches maigres, puis les 7 vaches... On les a toutes vues passer. En 80, quand le taux d'intérêt monte à 20%, en 2008, quand la bourse a crashé, après ça, le verglas, on a fermé notre usine pendant 4 semaines, puis tout était arrêté. Après, ça a été long avant que ça reparte. On les a toutes vues, ces crises économiques-là. Mais on était encore là. Parce que aussi, on a toujours été sécuritaire dans nos placements, dans nos investissements, puis intelligemment. Puis quand ça va bien, on en mettait de côté. Équilibré. Oui, puis pas à partir en peur. T'sais. Fait que c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être extrêmement solide financièrement. Bonneville, on ne doit pas rien, on a zéro dette. Des entreprises de notre envergure qui ont zéro dette, il n'y en a pas tellement, j'en suis sûr et certain. Fait que, mais on a appris de notre grand-père qu'avant d'acheter un nouveau tracteur, un nouveau peu importe quoi, il regardait s'il y avait de l'argent dans le compte. Ouais. Il n'y avait pas, on va mettre une patch de plus après le truck, on va réparer le moteur une fois de plus. Puis c'est le même qu'on a appris. T'sais. Des principes de base. Parce que si on regarde aujourd'hui, c'est juste ce concept-là que vous avez mentionné, pas de dette. T'sais, pour les gens qui lisent le Trump de ce monde, là, comme leverage. C'est pas mauvais le leverage non plus, mais c'est pas la réponse là, de toujours être over-leverage partout. Puis finalement, quand quelque chose arrive, t'as pas de stratégie de sortie. C'est que là, les gens qui sont over-leveragés, avec les taux d'intérêt qui montent, ça va faire mal. Parce que là, tu es obligé de vendre à un moment donné. Peu importe si tu veux ou si tu veux pas, tu es obligé de vendre parce que tu couvres plus ta marge. Là. Exactement. Fait que ça devient compliqué. Je pense que c'est le juste milieu que ça prend. Un petit peu comme dans tout. Là. Comme dans sauter, mais sauter avec un filet de sécurité. Ouais. C'est comme ça, dans une manière-là. Donc, si jamais tu manques ton coup, tu te fais attraper par ton filet, puis tu es safe à la fin. Tu avais mentionné tantôt, puis c'est intéressant qu'il y a des pays au monde, tu as mentionné que c'est 90-100% maison préfab, usinée. Quand on dit préfab, y a-t-il une différence entre préfab et usiné? On n'aime pas la connotation préfab. Usiné, préfab, ça a toujours l'ancienne idée que c'est des maisons de moins bonne qualité, puis ici, ça. Donc, usiné, c'est ça, exactement. Donc, je vais me rappeler de ça. Préfab, sorti de mon vocabulaire. Parfait. Donc, les pays où est-ce que c'est 90% ou la majorité usinée, y a-t-il une raison pour ça? Ma question est plutôt... Là, la compétition, on a des projets immobiliers où est-ce que c'est un constructeur, on est pas loin de la Rive-Nord, où ici aujourd'hui, mettons GBD, Groupe Bonnat-du-Moulin. Eux autres, c'est un autre modèle. Ils vont construire, ils vont acheter des terrains, puis ils vont construire des maisons. Ils ont des modèles, puis ils construisent de A à Z. Ouais. Ça versus le modèle Bonneville ou le modèle usiné, c'est quoi les avantages, désavantages pour les gens qui se posent la question? Moi, je veux acheter une maison, j'aime le concept, mais j'ai le sentiment là, que usiné ou préfab, parce que dans leur tête, c'est préfab, c'est moins bon. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là, puis pourquoi que ça, c'est un mythe, puis c'est pas vraiment vrai? Il n'y a pas un contracteur qui peut bâtir la qualité qu'on peut bâtir. Premièrement, on est bâti à l'intérieur. Fait que prends n'importe quel ouvrier qui travaille sur les chantiers présentement, qui travaille à plus 30, à moins 5, plus 10, moins 20, qui pleut, qui vente, qui est des échafauds rendus sur le toit. Je suis pas content, le monsieur. Puis tu prends cette même personne-là, rentre-les dans mon usine, où les conditions sont contrôlées, où ce que tous les matériaux lui arrivent au bon moment avec des ponts roulants, avec des lifts, où ce qui travaille toujours au niveau du sol parce que tout est pensé pour que ça soit le plus sécuritaire possible. On fait les toits au niveau du sol, les murs, on fait ça sur une table à mur au niveau du sol. Fait que lequel de ces deux personnes-là va donner le meilleur rendement? Je pense, poser la question, c'est d'y répondre. Ouais. Ensuite de ça, nous, on achète du bois sec. Toutes nos maisons sont bâties avec du bois sec. Ce qui n'est pas sur les chantiers, ils n'investiront pas pour acheter du bois sec parce qu'ils vont bâtir aux intempéries. Par la suite, on a 16 étapes dans notre usine. Et c'est une chaîne de montage comme GM. Donc, à toutes les 3 heures, il y a un module qui sort. Il faut que la chaîne, elle avance à toutes les 3 heures. Toutes les 16 modules avancent. Mais pour que le module avance, pour que la chaîne avance, il faut que le module soit inspecté. Donc, il y a 16 inspections qui se font.
L'autre affaire, c'est que le nom, c'est à pancarte. Sur place, les Sur inspections, place, ça fait le une différence. 16. Là. Est-ce qu'il y a le contracteur, il est toujours sur place pour vérifier avant de fermer les Contremaître. murs exactement? Ah, ben non. Le contracteur, là, il a plein ses bottes présentement à gérer ses coûts de matériaux, à commander son stock, à trouver le matériau parce que 3/4 du temps, comme moi, on a de la misère à avoir encore du matériau. Tu sais, je veux dire... Il est débordé, il est sur 5 chantiers. Tout à fait. C'est Puis ça. la main-d'œuvre est rare. Qui la contrôle, la nouvelle main-d'œuvre? La main-d'œuvre, fait que ça, c'est un point extrêmement important. Mais en même temps, tu as le contrôle de qualité, tu as les contrôles, les conditions. Mais ce que je disais aussi, c'est que parce que le nom, sa pancarte n'a jamais changé, on a bâti 40 000 maisons en 60 ans. On a donné du service après-vente, ces maisons-là. Là. Donc, on a vu, compris comment nos maisons réagissent aux intempéries du Québec. Passer de moins 20 à plus 10 au Québec, c'est pas rare, ça, là, tu sais. Mais ça a un impact important sur la maison. Ouais. Donc, il y a un paquet de choses qu'on continue à améliorer à tous les semaines. Parce qu'on a du feedback. On a du feedback. Ouais. C'est comme les différentes compagnies d'auto qui coursent la fin de semaine, puis qui apprennent des choses et qui tunent, puis des fois, ça se transfère sur les modèles qu'on retrouve sur le marché ici. Fait que c'est ce qui nous permet de toujours, 40 000 maisons, c'est des maisons. Là. On en a vu toutes les couleurs, là. On se comprend, là? Ouais. On en a vu toutes les couleurs depuis 60 ans. Ben oui, c'est sûr. Je suis curieux, est-ce que vous avez un différent type de propriété ou de modèle selon où est-ce que vous les bâtissez? Mettons, si vous bâtissez quelque chose à Mont-Laurier versus à, mettons, je sais pas, Lac-Mégantic, est-ce que c'est différent? Est-ce que vous suggérez différents modèles à cause que, notamment, la température là-bas, elle ne sera pas la même chose que là-bas ou d'autres facteurs? C'est-à-dire que le modèle, c'est toujours le client qui décide. Hein? Puis à ça, tous nos modèles de maison, dans le temps de mon père, il y avait 4-5 modèles. On en bâtissait 20 d'un, 20 de l'autre. Tu avais le choix entre le A, B et C. Aujourd'hui, tous nos maisons sont bâties sur mesure. Fait que c'est le client qui a le dernier mot pour savoir qu'est-ce que ça va l'air, puis quel modèle, puis on modifie ça, puis il peut même apporter ses plans, puis on part de scratch, puis on bâtit un modèle vraiment de scratch. Par contre, à chaque maison, il y a un calcul qui est fait avec les statistiques du Code national du bâtiment, d'où elle s'en va. Donc, il y a des normes très précises pour, par exemple, la charge de neige qu'il y a dans cette région-là, la résistance thermique des murs et des plafonds qui est calculée pour certaines régions, qui peut être différent qu'à Montréal ou à d'autres endroits. Fait que chacune des maisons est conçue selon ce qu'elle s'en va. Mais le modèle, c'est au choix du client. C'est excellent. Donc, la réponse est oui. Vous avez, vous êtes en mesure de faire des modifications stratégiques à ce niveau-là. Ouais. Donc, j'imagine que vous avez fait des modifications stratégiques dans les dernières années. Durant vos recherches, vous constatez un peu où est-ce que ça s'en va. Puis, je vous dirais que la plupart de nos constructions, je dirais 100% de nos constructions dépassent les normes qu'il y a sur le marché. Parce que nous, on donne du service après-vente. Fait que ça me coûte plus cher d'aller réparer de quoi sur le chantier que de mettre de la qualité dans mon usine. Moi, je vends de Sept-Îles à Toronto, en passant par Nouvelle-Écosse, puis en allant en Abitibi. Fait que vous comprendrez que quand j'envoie un homme de service à Rouyn-Noranda pour faire du service après-vente, ben ça me coûte un bras. Fait que j'aime bien mieux mettre de la qualité dans mon usine pour ne pas envoyer de service après-vente aux quatre coins de la province. Là. Pour que ça soit durable, naturellement. Oui. Puis vous êtes partout au Canada. Ben, on se concentre surtout au Québec puis l'Ontario. On a déjà eu un bureau en Alberta, mais on se concentre surtout au Québec et l'Ontario. Pour l'instant. Oui, on a une quinzaine de bureaux au Québec et en Ontario. Et c'est là qu'on se concentre. Pour la suite, on verra. OK, c'est intéressant. On a vendu à Outre-mer, bien des fois. Mais là, c'était un peu plus compliqué parce que là, il fallait bâtir ça en panneau, puis en panneau, là, d'aller fournir de la main-d'œuvre aux quatre coins du monde, c'était un peu plus compliqué. C'était pas notre modèle d'affaires. C'est loin, donc c'est plus le plus loin, le plus difficile de contrôler un peu. C'était pas notre modèle d'affaires, c'était pas pour nous. OK. C'est intéressant parce que vous choisissez aussi qu'à un moment donné, pour garder la qualité, pour garder la culture, écoute, ça, c'est pas pour nous. Là. Il y a d'autres compagnies que, tu sais, croissance à tout prix, let's go. Ça, c'est un point important. Puis si je parle aux jeunes entrepreneurs, il faut que tu saches dans quoi tu es bon. T'sais, nous, en 60 ans, on a essayé toutes sortes de choses. À un moment donné, on a parti d'une compagnie de bains puis douches. Là, on faisait nos propres bains, nos propres douches. Là, puis je pense qu'à toutes les fois qu'on vendait une douche, on perdait 15$. Fait qu'on a compris que c'était pas notre domaine. Après ça, on a parti des projets comme un promoteur. Mais ça, être promoteur, c'est un métier en soi, là, de subdiviser, donner des
des pieds carrés pour les parcs, puis négocier avec la ville, puis de la bonne localisation, puis tout ça. Fait que ça, on a eu moins de succès aussi. Okay. On a compris, après plusieurs années, où est-ce qu'on est bon. On est bon dans l'usine, dans la qualité de nos maisons, dans notre marketing, dans développer des modèles de maisons incroyables. Et c'est là qu'on se concentre aujourd'hui. Oui. Il y a un auteur, je pense que c'est Seth Godin, qui parle dans une compagnie où pour avoir beaucoup de succès, c'est le plus petit marché viable possible que vous commencez. Puis là, vous dominez ce marché-là. Dans le sens que vous trouvez votre secteur. Et puis après ça, vous ciblez jusqu'à temps que vous dominez le secteur, puis il n'y a personne d'autre. Parce que ce secteur-là, ben vous êtes bon, vous êtes les meilleurs. Puis il n'y a personne qui peut rentrer. Puis il y a des compagnies qui oublient ça. Tout le monde veut devenir Amazon, là, lancer le filet puis pogner tout le monde. Ouais. Mais c'est souvent l'erreur, là, ton overreach. Puis après ça, ben trop de dépenses, trop de gestion, perte de culture. Puis finalement, ça ne dure pas 4 générations. Ben c'est ça. Faut que tu saves où tu es bon. Donc, tu sais, on sait tous que le marché, où est-ce que ça s'en va, les taux d'intérêt augmentent, on voit l'inflation qui reste encore élevée, c'est un peu enraciné dans l'économie. Puis, tu sais, Maison Bonneville étant une compagnie qui vend tellement de maisons, qui fait des recherches et développement, qui voit les coûts des matériaux, vous devez planifier, c'est sûr, 12-18 mois en avance. Donc, vous avez un pouls sur le marché. Qu'est-ce que vous voyez en termes de stratégiquement au niveau du marché? Comment que la maison de l'habitation, l'immobilier va réagir dans les prochaines années? Et puis, comme compagnie, qu'est-ce que vous croyez devoir faire pour être encore pertinent et réactif durant ces années qui s'en viennent? Bien, je pense que le taux d'intérêt va continuer à monter. C'est pas fini, malheureusement. Les gouvernements ont tenu un paquet d'entreprises sur leur respirateur artificiel en donnant des subventions qui ne finissaient pas là, pendant la pandémie. Fait que ça a été une stratégie qu'aujourd'hui, on doit payer pour. Maintenant, je pense qu'il y a un ménage qui va se faire sur le marché, d'où l'importance pour les consommateurs de faire affaire avec des gens solvables, peu importe le produit qu'ils achètent, surtout pour un investissement important comme une maison. Parce que je pense qu'on en a déjà vu quelques-uns là, qui ont disparu, mais je pense qu'il y en a d'autres qui vont disparaître. Puis, pour les consommateurs, on parle de 5 6 d'intérêt. À la fin, c'est que c'est quand même bas. Il faut que les gens arrêtent d'avoir peur. Puis 5 d'intérêt, 6 d'intérêt, c'est que le 1 n'était pas normal. Exact. Le 1,5 n'était pas normal. Ouais. Le 2 n'était pas normal. Ouais. Fait que c'est pas le 6 qui n'est pas normal. C'est le 1,5 puis 2 qu'on a eu pendant toutes ces années-là. Exactement. Maintenant, si les gens n'ont pas embarqué dans la parade à ce moment-là, ben shame on you. Là, vous auriez dû embarquer. Maintenant, je pense pas que la solution, c'est d'attendre. Parce que tu vas attendre combien de temps? Puis fait que moi, je pense, c'est comme à investir à la bourse. Si tu veux le timer, ben tu risques de tout manquer. Fait que moi, je pense qu'il faut embarquer dans le marché, puis il faut peut-être regarder, peut-être au début, on se prive un peu plus qu'on voudrait, on fait moins de voyages. Mettons, on va avoir une résidence secondaire. On va avoir une résidence secondaire. Bon, ben, on saute dans le marché, on investit, on le fait. Peut-être qu'on la loue, peut-être qu'on réussit à la louer. On ne l'utilise pas à 100%. Il faut être créatif pour embarquer dans le marché, parce que plus vite qu'on embarque dans le marché, plus vite qu'on peut commencer à amasser, à bâtir notre patrimoine. Oui. Qu'est-ce que tu dis aux jeunes de 20 à 30 ans qui vont dire, parce que j'ai pas mal la même vision que vous, là. Les taux ont monté, puis moi, j'ai acheté ma première maison en 2005, puis c'était 6,1 pas long avant ça, c'était 17 Donc, tu sais, oui, les maisons étaient moins chères, mais les salaires étaient aussi moins élevés. Peut-être que ça n'a pas augmenté aussi rapidement, mais tu sais, ça fait partie de la game, là. Ça monte, ça baisse, puis il faut réagir. Mais souvent, j'entends parler, ouais, mais c'est facile à dire. Vous autres, vous l'avez eu facile. Dans les 20 dernières années, les taux d'intérêt étaient moins chers, vous avez tout acheté, puis là, c'est nous autres qui payons le prix de votre consommation, de vos gouvernements que vous avez votés, qui ont trop dépensé, qui ont donné des cadeaux, puis là, l'inflation est là, puis là, nous, on vit avec ça, on rentre sur le marché, vous avez tout ruiné pour nous autres, c'est votre faute, j'ai aucune responsabilité. Ça sonne un peu, qu'est-ce que j'entends souvent des 20 à 30 ans. Puis, j'aimerais t'entendre sur qu'est-ce que tu dirais mais ton fils, je pense que c'est un peu plus vieux que 28. Donc, il est vers la fin de ça, mais puis je ne sais pas s'il y aurait ce discours-là, peut-être pas, mais
Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un de cet âge-là qui dit, ben, tu sais quoi, c'est pas ma faute, donc c'est de votre faute, puis vous devriez faire quelque chose pour moi. Ouais. Un peu le give it to me, j'ai pas rien à faire pour y arriver. Non. C'est un discours qui est facile à faire, facile à dire. J'ai eu la chance d'en rencontrer un paquet de jeunes depuis quelques années, de 25 ans ou à peu près, qui ont investi dans l'immobilier avec des Airbnb, qu'on les a bâtis des résidences secondaires, puis ils en ont acheté une, puis ils en ont acheté deux, puis ils en ont acheté trois. Encore un couple là, qui il a acheté 8 terrains, on en a 3 de bâtis pour lui, puis il continue. Là, les prix, il sait, par rapport aux 2 autres qu'il a achetés il y a 1 an, puis il y a 2 ans, il sait que c'est pas le même prix, que c'est pas le même prix, mais il continue. T'sais, le plus dur, c'est la première. C'est ton premier move que tu fais. Puis là, si tu trouves toutes sortes de défaites pour ne pas embarquer, ben, je veux dire, c'est facile de se trouver des défaites, pour ne pas embarquer, pour baisser les bras. Je peux te dire que mon grand-père, si il serait arrêté à la première barrière, on ne serait pas là aujourd'hui. Je donne un petit exemple. Après quelques années, ça allait bien. On vendait des maisons mobiles à pu en finir. Et il a rencontré ses 3 fils. Il a dit, qu'est-ce que vous penseriez si on bâtirait nos maisons? Qu'est-ce que vous diriez de ça? Fait que les 2 plus vieux ont dit, t'es-tu malade? On ne connaît rien là-dedans. Il n'y a pas question qu'on bâtisse nos maisons. On travaille 6 jours par semaine déjà. Oublie ça, le paye, il n'y en a pas question. Mon grand-père never took no for an answer. Jamais. Quelques mois après, il nous annonce, il dit, on va aller se promener à Belleuil parce que j'ai acheté une usine. T'sais? Fait que les 3 fils, ils l'ont boudé. Ils n'ont pas question qu'ils s'en occupent. Fait que c'est un étranger qui a pris la direction de l'usine. On avait 2 fois le nombre d'employés nécessaires qu'on avait besoin. On se faisait voler du matériel. Ça ne marchait pas du tout. Jusqu'à temps qu'un des fils, le père à Eric, qui décide de prendre ça en main, de déménager dans la région et de couper des employés de moitié avec le double de production. Et c'est là qu'on a pris notre essor. Mais mon grand-père, avoir accepté ce nom-là, ben on ne serait pas là aujourd'hui, c'est certain. T'sais. Fait que, à un moment donné, si tu veux te trouver des défaites, tu ne feras pas rien dans la vie. Tu peux te trouver une défaite pour pas rien faire, si tu veux. Ouais, non, c'est vraiment un bon point. Tu me fais penser, mon père avait un genre de magnet là, que tu mets sur les frigidaires dans les années 80, puis il y a une citation dessus qui disait Upon the final no, there is a yes, and on that yes, the future is built. Puis écoute, mon père est décédé, ça fait un bout de temps, puis je me rappelle encore de ça. Là, quand tu parlais des choses qui sont transmises générationnellement, c'est des petites affaires, là, juste un magnet que je voyais à chaque jour, là, puis ça rentre, puis ça rentre, puis ça rentre finalement. Mais c'est ça exactement. Je pense que chaque génération a un enjeu, a des barrières. Maintenant, la barrière, maintenant, c'est, ben oui, les prix sont plus chers, l'intérêt est plus cher, puis plus tard, ça va être quelque chose d'autre. Puis il y a 10 ans, il y avait quelque chose, en les années 80, c'était 21%. Donc, il y a toujours pire, il y a toujours mieux. Mais c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, dans 5 ans, la maison que tu achètes aujourd'hui, dans 5 ans, il va y avoir un gain qui va se faire. C'est certain. Quel pourcentage que ça soit, on ne sait pas, mais c'est certain qu'il va en avoir un. Fait que, tu sais, c'est comme le marché boursier. Je veux dire, si tu es là pour un mois dans le marché boursier, ben, peut-être que tu vas réussir, peut-être que non. Mais si tu es là pour le long run, tu peux pas te tromper. Tu es là pour 10 ans, mais c'est ça. Toutes les graphes dans tous les bureaux de chaque conseil financier là, qui dit que si tu as investi $1 en X années, là, tu serais rendu à 10 000. C'est le long terme. Si tu essaies de faire c'est les shortcuts, finalement. Là. Si tu essaies de prendre des raccourcis puis de faire de l'argent vite sans mettre de l'effort, puis tu n'espères pas avoir de challenge dans un environnement parfait, ben c'est un monde qui n'existe pas. Ouais. C'est sûr que les gens qui ont acheté avant la pandémie, puis ils ont eu une chance de timer le marché comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais ils le savaient pas. Ben les gens qui disent ça aujourd'hui, là, moi, je m'en... arrête. Là. Non. C'est bon, le marché t'a aidé. Puis, si tu entends beaucoup d'investisseurs parler souvent des choses, là, Imo Facile ou les affaires. Je dis Imo Facile tout le temps, mais c'est ces genres de plateformes-là. Ils parlent comme si c'est des génies du marché puis qu'ils ont fait des millions. Mais en réalité, quand tu regardes, c'est du bon timing. Vous avez rentré, puis le marché a pris le reste. Là. C'est le marché qui vous a aidé. Mais tu sais, il y a une expression qui dit « Le succès est juste une question de chance. Demande à n'importe quel loser. »
Hein? Les perdants, tout ce qu'ils disent, ah ben moi j'ai pas eu cette chance-là, pas eu cette chance-là, pas eu cette chance. Mais tu sais, ceux qui ils ont eu du succès, ben ils n'ont pas juste eu du succès. Là. Tu sais, on a eu des affaires, nous autres, depuis 60 ans, puis des ci, puis des ça, puis des moments plus difficiles. Mais on s'en relève les manches, puis on se serre. L'avantage dans une entreprise familiale, c'est que quand on a eu des moments difficiles, on se serre les coudes tout le monde ensemble. Puis peu importe nos différends qu'on avait dans le temps entre les différents membres de la famille, c'est drôle, dans nos moments difficiles, c'est là qu'on était le plus unis. On n'a pas le choix. Il fallait s'unir ensemble pour passer à travers la crise de 80, la crise de 2008, la crise du verglas. On n'avait pas le choix. C'est Rocky, hein, le plus fort. C'est pas quand que tu te fais pas frapper, mais quand tu es frappé et tu es à terre, si tu es capable de te lever, c'est là qu'il démontre que, OK, il y a de la résilience ici. Là. C'est exactement. Puis, tu mentionnes des challenges, puis je pense que tous les compagnies frappent des challenges, puis les individus aussi. On frappe tous nos challenges. J'en ai vécu moi aussi, puis c'est la capacité de traverser, puis même si on vit des choses personnelles, ben tout le monde vit des moments difficiles, des fois très difficiles, c'est d'être capable d'en traverser. Puis je sais qu'il y a des moments, je pense une affaire que vous avez conté dans une entrevue, au niveau de, vous avez reçu quelqu'un à la porte avec une pizza, vous avez votre fils de jeune âge dans vos bras. Ouais, un hold-up que j'ai eu. Veux-tu juste expliquer un peu? Écoute, c'était pas tellement longtemps après que ma conjointe était décédée. Donc, déjà, ça a été extrêmement difficile, un accident de bateau. Je te dirais 7-8 mois après ça, au mois de décembre, j'écoute la télé, mon fils a 14, il est peut-être rendu à 2 ans à ce moment-là. Puis, ça sonne à la porte, puis il y a un gars qui a une pizza, puis je dis, écoute, tu t'es trompé de place, mais ils sont 3 gars, puis je réussis à fermer la porte, puis il défonce la porte, puis fait que, tu sais, puis je pense que c'est mon fils qui m'a sauvé parce que j'avais mon fils dans mes mains. Puis il y en a un qui était très, très, très nerveux avec une matraque. Lui, il devait être sur la coke, certain. L'autre, lui, que j'ai jamais vu ou à peu près, il fouillait dans la maison tout partout. Puis celui avec le gun, ben lui, était très sensible à mon fils. Et ben là, à un moment donné, là, il voulait me couper les doigts pour que je me rappelle où était mon argent, tu sais. Fait que j'avais un petit peu d'argent dans mes poches, je lui ai donné, mais les autres, ils venaient et ils pensaient que j'avais des montants de fou. Je vends des maisons, là, je vends pas de la drogue, j'ai pas de cash. Tu gardes pas ça à la maison, dans le tiroir. Banque, bon. T'es à mauvaise place, la banque c'est ça, tu vas faire un hold-up à la banque. Mais c'est mon fils qui m'a sauvé, ils m'ont menotté au poteau de câble, puis ils sont partis. C'est sûr que tous ces événements-là que j'ai vécus, c'est ce qui forme ta personnalité d'aujourd'hui. Tant que je fais le défi 808 de Bonneville, puis que je pars pour 800 km, je fais des jokes, je dis qu'il y a 70% que c'est mental, puis le reste, c'est dans la tête. Mais puis ça, c'est la vie en accéléré, parce qu'on frappe des murs incroyables. Cette année, encore une fois, 2 semaines avant l'événement, j'ai pogné le COVID. Puis le lendemain que je pogne le COVID, je me déchire le ménisque du genou droit, t'sais. Fait que là, ma coach, elle me dit, pas question que tu fasses le défi, puis c'est ci, puis c'est ça. Fait que, OK. Mais moi, j'avais dans la tête de le faire. Mais je savais pas comment que j'étais pour me relaver du COVID. J'ai pas eu trop de symptômes, mais beaucoup de fatigue. Fait que même le dernier jour, j'étais encore fatigué, mais j'étais arrivé le matin sur le départ du 808 avec un genou que je savais pas si c'était pour tenir ou non. Pour être clair, 808, là, juste pour que tout le monde comprenne, là, c'est 808 km de bicycle. Sans dormir. Sans dormir. Dans les côtes à Tremblant. Donc, COVID, post-COVID, vous venez juste de l'avoir avec un genou qui n'était pas réparé. Qui était endommagé. Oui. Donc, 808 km avec 10 000 mètres d'ascension. Donc, le matin, je pars pour le premier 200 km. Et là, il fait froid, il vente. Puis là, je suis fatigué, mon ami. Là, je suis tabaslac. J'arrive, puis à chaque 200, on revient à Tremblant. Le parcours est fait qu'à chaque 200, on revient à Tremblant. Après ce 200-là, écoute, je me disais, tu sais, puis les petites voix, hein, il y a les petites voix qui nous parlent tout le temps. Là, ça va être Qu'est-ce que tu fais? Puis c'est ça. Pourquoi tu t'es inscrit? Pourquoi tu as fait ça? Puis tu l'avais dit de ne pas faire ça. Et là, je me suis dit, c'est la première fois que je ne finirai pas le 808. C'est là que je me suis dit ça. Fait que je suis arrivé au 200, puis là, mais je me connais bien, puis je sais comment ça marche, puis c'est des murs, puis comme dans la vie, puis ça, je compare ça à la vie, c'est que quand on frappe un mur, derrière le mur, il y a de l'énergie, il y a du soleil, il y a de la lumière. Mais il faut que tu passes à travers le mur. Puis là, passer à travers le mur, c'est facile à dire, là. Mais puis la manière que tu passes à travers le mur, c'est avec tes amis, avec ta famille. Dans le cas du 808, c'est avec ton équipe de support qui sont là, qui vont te pousser à travers ce mur-là.
Puis là, ben, j'ai réussi à passer à travers ce premier mur-là. Et le deuxième 200, ça a été mon meilleur 200 ever. Écoute, j'ai clenché ça. Ça a La super bien confiance été. Revient après. Oui, Puis là, puis OK, je suis capable. le moral a reparti. Tu sais, Ouais. et là, le troisième 200, ben, c'est la nuit. Ça, la nuit, faut juste hang on to your life. Tu sais, parce que c'est... Ferme tes yeux pas trop, puis go. Tu sais, il a fait 0 degré, il y avait de la brume, il y avait de la bruine, je voyais absolument rien. Je savais pas si je montais, si je descendais. Mais... je connais ça. Tu sais. J'ai eu tellement d'épreuves, tellement de moments difficiles, tellement de murs que j'ai frappés. Je sais qu'en arrière de ce mur-là, je savais qu'il fallait juste que je passe à travers le mur de la nuit. Ouais. Et là, quand le soleil s'est levé, et là, le moral remonte. Et le dernier 200, ben, ça a été super bien. Puis là, ben, j'ai gagné la course, malgré que j'avais un jeune Jean-François Trudeau, pas le nommer, qui me chauffait les fesses. Puis, mais pour moi, un personal best par 2 heures, avec un restant de COVID puis un genou fucké, 2 heures d'amélioration. Quand même, incroyable. Ça doit être quelque chose le soleil se lève, tu es au 600e kilomètre, là, puis là, c'est comme, OK, I'm gonna do this. Je suis presque rendu, là, on lâche pas. Ouais. C'est puis le sentiment d'accomplissement après. Ben, il est incroyable, c'est sûr et certain, mais moi, ça me permet d'appliquer ça dans ma vie de tous les jours. Tu sais, on a toutes sortes de, je dirais comme une Française m'avait dit, chacun sa merde, on a chacun nos affaires, chacun nos défis, chacun nos curveballs qu'on reçoit. Comment qu'on passe à travers ces curveballs-là, ben, c'est à chacun de s'adapter, tout ça. T'sais. Mais une chose que moi, la vie m'a appris, c'est qu'en arrière de chacun des murs, quand tu es bien entouré, ben, tu es capable de passer à travers de ça puis de voir la lumière qui est en arrière. J'ai une citation, je pense que vous avez donnée. Je compare souvent mes courses à la vie quotidienne. On affronte toutes sortes d'épreuves. Donc, c'est vraiment ça, là, que ce soit en affaires, que ce soit personnel. Moi, je me dis toujours, ça va passer. Tout passe. Oui. Puis il va y avoir des moments sombres et des moments avec beaucoup de lumière. Puis pour les jeunes qui veulent commencer une affaire ou pour ceux qui sont encore en affaires puis pensent qu'écoute, this is it, là, je pense plus être capable, il y a toujours une autre journée. Puis il y a toujours des solutions. Puis, tu sais, quand on regarde les taux d'intérêt, mais tu sais, les taux d'intérêt, il n'y a pas juste ça. Il n'y a pas juste ça. Trouve-toi une façon d'embarquer dans le marché immobilier. C'est pas obligé d'être neutre, ça peut être usagé, c'est pas obligé d'être parfait, c'est pas obligé d'être dans l'endroit que ce que tu veux être. Ça peut être un peu... Mais embarque dans le marché immobilier parce que c'est probablement le meilleur investissement qu'il n'y a pas. Puis, à ce moment-là, ça te permet, dans quelques années, de le flipper, d'aller vers quelque chose de plus grand. Comme quand mon grand-père vendait maison mobile aux jeunes couples qui commençaient. Il y avait une famille dans 1 an, 2 ans après, ils reprenaient la maison mobile, ils en vendaient une plus dispendieuse, plus grosse, plus grande, tu sais. Puis ces gens-là, à un moment donné, là, c'est une autre maison, puis, tu sais, fait que faut être créatif, tu sais. C'est sûr que dans des moments où il y a plus de défis, il faut être encore plus créatif. Effectivement. Puis les jeunes sont très intelligents, très créatifs. J'en ai vu, moi, un paquet partir de rien avec des Airbnb, puis d'acheter ça, puis de flipper ça. Puis, tu sais, mais il ne faut pas avoir peur, il faut foncer, il faut être intelligent. Il faut des fois aussi être capable de se restreindre, de dire, ben, si je fais tel move, ben là, je vais faire telle affaire, je ne le ferai pas, je vais partir moi souvent en vacances, ou je vais faire attention, je ne changerai pas de char, ou je ne ferai pas, tu sais. Être à l'écoute. Chaque génération va aider l'autre d'un bord. C'est un donnant-donnant. Ouais. Donc, c'est vraiment d'avoir cette ouverture-là. 60 ans, compagnie incroyable pour le Québec, modèle, 4e génération, les filles qui vont embarquer, c'est puis, une bonne chose. Je vais te dire que j'ai confiance à la 4e génération. Il faut les guider un petit peu. Là. Comme toute génération, C'est j'imagine que vous avez été guidés vous Ah, aussi. ouais. Moi, j'ai été on a été guidés à coups de pied dans le derrière, comme on dit, dans cette génération-là. Aujourd'hui, on essaie de les guider de la bonne façon. Ouais. Mais j'ai confiance à la 4e génération. Ils sont intelligentes, sont brillantes, sont dévouées, puis ils veulent que ça fonctionne, puis ils ont la passion. C'est l'élément, je pense, le plus important. C'est pour ça que les entreprises familiales sont vendues, parce qu'ils manquent de passion d'une génération à l'autre. Vraiment. Nous, on a eu la possibilité d'avoir des rachats d'actionnaires dans la famille et c'est ce qui nous a permis que l'entreprise a pu continuer. Parce que s'il n'y a pas de rachat, bien à ce moment-là, c'est là que ça se divise puis que là, l'entreprise est vendue à l'étranger. Oui, exactement, de le contrôle. Puis je pense qu'il faut garder des entreprises au Québec qui sont uniquement québécois. Moi, je suis pas original, je suis né au Nouveau-Brunswick, mais grandi ici toute ma vie. Puis, voir du succès au Québec, c'est quelque chose qui est important. Puis je pense que ça nous aide tous pour un futur qui va être meilleur. En tout cas, le Québec vous remercie. Moi, je vous remercie d'être à la retenue.
Puis j'espère peut-être qu'on va vous revoir pour une autre saison. Donc, merci d'être là. Ça m'a fait plaisir. Merci. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et les principales plateformes de podcasting, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Et si vous connaissez un cancre financier, dites-lui de s'abonner à ce podcast. On se rejoint à la prochaine retenue.